Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et là, on va le recommencer. Bonjour. C'est un peu le sujet. Aujourd'hui, je m'appelle François. Il s'appelle François. C'est le troisième jour pour nous au Salon de l'éducation. 3 jours qui étaient consacrés à 3 mots importants qui changent l'éducation par, avec ou sans le numérique. Ce sont les processus qui sont importants. Le premier était personnalisation. Le second était informalisation, un mot bizarre, changer la forme. Et le troisième aujourd'hui qui nous réunit, François? Coopération. Coopération. On va le faire tout aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure avec des équipes qui travaillent sur le terrain et qui incarnent ce que coopération signifie en pratique, en dispositif avec des élèves. Et cet après-midi, autour d'un débat un peu contradictoire, que dit-on quand on dit coopération? La chose est-elle si évidente? Aujourd'hui, on a proposé à François Tadei, le directeur du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris, mais pas que cela, il dira ce qu'il veut dire de lui, et de faire une keynote. Et qu'est-ce que François me répond? Je préférerais qu'on puisse dialoguer autant que possible, parce que je pense que imposer un long monologue sur ce que c'est que la coopération, c'est pas très coopératif, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai proposé à François qu'on coopère déjà à 2 sur scène, comme on est en train de le faire, et puis qu'on essaye au maximum d'interagir avec vous sur comment est-ce qu'on répond à ces défis qui sont les nôtres collectivement. Et moi je réponds à François, la coopération c'est pas à 2, si on y croit, mais ce n'est pas une histoire de croyance, si on la pratique, il faut la faire ensemble. À 10, 20, 30, ici, 200 personnes. Et je voudrais juste vous proposer, pour permettre de construire en l'espace d'1 heure quelque chose d'assez rapide autour de la coopération et d'en sortir ensemble sur des choses à retenir, je voudrais que vous puissiez très rapidement, en l'espace de 1 minute, une seule minute, dire pour vous, trouver pour vous les mots, les 3 mots qui recouvrent coopération. Écrivez-les, s'il vous plaît. Trouvez les 3 mots les plus importants pour vous, qui incarnent, qui disent ce que signifie coopération pour vous. Écrivez-les maintenant. Il manque de la musique. Et après on les prend. On les écrit et on les fait écrire, on les fait apparaître, on les construit ensemble et on discute à partir de cela avec les familles, etc. Bon, si vous avez eu le temps d'écrire ces 3 mots, on vous propose de coopérer avec votre voisin ou voisine pour savoir si vous reteniez qu'un seul mot, lequel ce serait. Parlez-vous parmi les mots que vous avez, lesquels sont ceux qui vous paraissent les plus convaincants? Et de cet échange, vous ne retiendrez qu'un mot. Alors,
Maintenant, on va passer parmi vous pour savoir quels sont les mots qui sont revenus. Et donc, on va commencer par vous. Nous, on a mis intelligence collective. Donc, intelligence collective. Qui d'autre a mis intelligence collective? Levez la main sur intelligence collective. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Allez, un autre mot. Nous, on a entraide. Entraide. Qui d'autre a entraide? Entraide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Un autre mot. À moi de jouer, François. Vas-y. À moi de jouer. Échange. 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 Qui d'autre vote pour échange? D'accord. 1, Merci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Tu vas avoir du mal à 16, compter tout. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Ok. On a Camille qui coopère en direct. Produire ensemble. Produire ensemble. Produire ensemble. Ah, elle franchit la consigne. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 5 produire ensemble. À moi de jouer. Partage de savoir. Partage de savoir. C'est le même? Très bien. Levez la main. Le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14. 14, partage de savoir. Un autre mot? Lien. J'avais mis libre. 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 Et moi j'ai entendu lien ici. Alors on fait d'abord libre. Vas-y. Libre. Une fois. Et Lien. lien. Le lien. D'accord. 1, 2, 2. Posture. Posture. Le mot posture. Une fois. On continue. Créativité. Ah, créativité. 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 Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. À toi de jouer. Un autre mot? Émancipation. 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 Une fois. J'ai entendu. Écouter. Écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 9, écoutez, Camille. Bienveillance. 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 1, 2, 3, 4. 4. À toi de jouer, François. Bon, un autre mot? Un autre. Co-construction. Co-construction. Construction. Co-construction. À co-construction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Camille, 11. Horizontalité de transmission. Horizontalité. Horizontalité. 1, 2, 3. Faire ensemble. Faire ensemble. Produire ensemble tout à l'heure. Maintenant, c'est faire ensemble. Mais c'est peut-être ensemble plus généralement qui peut rassembler le maximum de gens. Donc, si on prend ensemble. Ensemble, on en a 1, 2, Ah, il y a beaucoup de 3, ensemble. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Processus. Processus. Un gros mot. Processus. C'est la particularité des processus, c'est les plus puissants, mais les plus invisibles. Ouais. Un peut-être prendre un dernier mot. Un dernier mot. Interdépendance. 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 Une fois. Merci. Merci à vous. On peut se saluer. D'abord, saluer la contribution. Donc ça montre que l'expertise n'est pas là où on croit. C'est pas de dire que François n'est pas expert. François est expert.
mais qu'il suffit de demander à chacun d'entre vous le point de vue, un avis ou une expertise sur le mot, vous l'avez. Collectivement, elle se travaille. Donc il faut aller l'expertise là où elle est, en groupe. Maintenant, on va faire confiance à Camille. Au nom du groupe. Donc Camille a écrit au kilomètre les mots, les occurrences, et on va voir ce que l'expertise collective donne autour du mot coopération. Peu importe, mets-le en copie, fais un copier, fais un copier-coller. Copie-le et colle après. Donc, pendant que Camille fait ça, je pense qu'en fait le processus même qu'on a fait illustre les mots que vous avez choisis. D'accord ? Typiquement, il y avait un processus d'intelligence collective qui a fait émerger tout un tas de mots. On a partagé ces mots, on a travaillé ensemble, on a produit ensemble. On a réussi à illustrer le fait qu'il fallait s'écouter, qu'il fallait changer de posture, qu'il fallait de la bienveillance pour pouvoir travailler tous ensemble sur ces sujets, et qu'il fallait évidemment savoir s'écouter. Et ces processus, effectivement, on aurait pu faire une conférence descendante. On a choisi de faire un processus aussi horizontal que possible dans les conditions qui sont les nôtres ici. Et je pense que ça, c'est très important, d'arriver à prendre l'ensemble de ces mots et à montrer leur complémentarité. Et cet exercice, on vient de le faire ensemble. En fait, on peut le faire à toutes les échelles. On aurait pu le faire dans une classe, dans un établissement ou sur un territoire, et on aurait probablement eu d'autres mots, peut-être d'autres pondérations, mais probablement que l'ensemble des valeurs que l'on voit ici, on aurait su les mettre en évidence. Et donc c'est ça qu'on voulait vous faire toucher du doigt un petit peu, et arriver à réfléchir ensemble sur finalement comment est-ce qu'on peut changer un cadre qui n'est pas le plus simple, hein, honnêtement. Celui qui est ici n'était pas forcément le plus facile, mais cette capacité à mobiliser cette coopération. Et ce qui est intéressant, puisque le thème de la conférence, c'était la coopération à l'heure du numérique. Donc là, Camille est en train d'utiliser quelques outils numériques pour faciliter ça. Les outils numériques ne sont pas toujours parfaits, ils peuvent être plus ou moins... on les maîtrise plus ou moins, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est se faire ensemble et se apprendre ensemble. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin de cette capacité à faire. Et ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que ce qu'on est en train de faire ici, certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de le tweeter. En tout cas, on peut le partager via le numérique, et on peut le partager à toutes les échelles. On peut le partager au sein de cette communauté qu'on est en train de former ensemble. On peut le faire avec des gens qui sont à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de la planète. Et donc cette capacité qu'a le numérique à démultiplier les choses, la coopération, elle existe depuis aussi longtemps que la vie existe, hein. Au sein d'une cellule, il y a déjà de la coopération entre molécules. Moi, je suis un spécialiste de l'évolution des bactéries. Je peux vous dire qu'elles coopèrent énormément. Elles coopèrent, elles échangent de l'information. Elles échangent de l'information sur comment coopérer, et elles coopèrent sur comment échanger de l'information. D'accord ? On n'est pas des bactéries, mais une partie de ces principes de base, on peut aussi les appliquer. Et puis, on en a bien d'autres. Par exemple, la notion d'émancipation chez les bactéries, elle n'est pas claire. La notion de critique constructive non plus. Donc il y a tout un tas de choses qui sont nos spécificités, l'empathie, enfin je ne vais pas vous faire l'ensemble des différences, vous pouvez la compléter, mais c'est ce genre de choses qui nous paraît intéressant d'arriver à mettre en œuvre. Et la question qu'on pose, c'est un petit peu celle du changement culturel qu'il y a derrière. C'est comment est-ce qu'on change de posture. Et vous savez peut-être que Najat Vallaud-Belkacem m'avait demandé d'écrire un rapport qui s'appelle « Vers une société apprenante » qui a été publié au printemps. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Mais l'idée d'une société apprenante, c'est une société où chacun d'entre nous apprend. Chacun d'entre nous apprend à apprendre. Chaque collectif apprend. Et chaque collectif apprend à apprendre. Et on le fait ça de manière aussi systématique que possible pour coopérer ensemble
et co-construire, qui est un des mots qui est remonté tout à l'heure, sur ces nouvelles manières d'apprendre. Et ça, à nouveau, ça peut se faire à toutes les échelles. On peut le faire à l'échelle d'une classe, et ça se fait depuis longtemps. Il y a beaucoup de coopération au sein des classes. Il y a des coopérations entre classes, depuis au moins Freinet et même avant. Mais aujourd'hui, on peut coopérer à des échelles sans précédent parce que le numérique nous permet de synchroniser ces coopérations et également de capitaliser sur ces coopérations. Et donc, on peut s'appuyer sur ce que Pascal, Newton et bien d'autres appelaient gravir des épaules de géants pour voir plus loin. Et donc, cette coopération, elle peut se faire entre générations d'apprenants. Et donc, ce que certains ont appris, d'autres vont pouvoir l'apprendre plus facilement parce que les premiers sont prêts à le partager. Et donc, ce apprendre ensemble est un des éléments très importants. La coopération continue, c'est un processus, c'est aussi des outils. Vous avez ici la possibilité, dès maintenant, de dire, plutôt de signifier vos questions, vos interrogations, mais aussi vos propositions sur slido.com. Je vois que beaucoup ont des tablettes ou des smartphones. Avec le code dièse C1711, on va avoir maintenant l'affichage régulier des interactions. Et donc la coopération, elle s'organise. Vous voyez bien que c'est à la fois un principe, mais c'est aussi des pratiques, c'est aussi des outils à votre disposition. Donc cette capacité multi-échelle, en fait, on en a vraiment toujours plus besoin. Vous savez probablement que l'intelligence artificielle fait des progrès à une vitesse qui est juste impressionnante, y compris pour les plus grands spécialistes. Je reviens du World Innovation Summit for Education. On avait une conférence de quelqu'un qui s'appelle Sebastian Thrun, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est l'ancien patron de la recherche de Google. Eh bien, lui-même a avoué qu'il se sent dépassé par les progrès technologiques en ce moment. Donc, je ne sais pas qui se sent capable de maîtriser l'ensemble des progrès, mais pas lui en tout cas. Et je pense à assez peu de monde. Et donc, il se passe tellement de choses qu'on a besoin de coopérer par rapport à ça. Et il a donné une autre illustration de l'impact de la coopération et de la co-construction des savoirs. Il est un des fondateurs, il était prof à Stanford, il était le prof d'intelligence artificielle à Stanford, il avait quelques dizaines d'étudiants. Il a fait un MOOC qui était le premier MOOC ouvert à tous, à cette échelle-là en tout cas, et il a eu plus de 150 000 étudiants, et donc depuis il a créé Udacity, qui est l'une des entreprises qui fait ça. Il a un de ses cours, c'est un cours sur apprendre à faire une voiture autonome, une self-driving car, d'accord ? Eh bien ces voitures autonomes, ça fait longtemps que Google travaille dessus, lui il était le chercheur qui était le plus expert sur ce sujet chez Google. Eh bien, en quelques semaines, les étudiants qu'il a eus en ligne ont été capables de faire ce que Google n'avait pas su faire en plusieurs années. D'accord ? Et donc l'intelligence collective, quand on sait la canaliser, quand on permet cette coopération, elle permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées jusqu'à maintenant. Et donc c'est ce genre de changement de pratique massive qui est en train de se passer, non seulement à l'échelle des interactions physiques qu'on pouvait faire depuis longtemps, mais aujourd'hui à des échelles planétaires. Et il y a une synergie quelque part entre l'intelligence collective de chacun d'entre nous et l'intelligence artificielle. Parce que quelque part, c'est des humains qui coopèrent pour faire progresser l'intelligence artificielle. La question, c'est est-ce qu'on peut aussi coopérer pour faire progresser l'intelligence humaine ? Et là, il y a probablement... c'est très bien de mettre beaucoup d'argent pour faire de la recherche et développement sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait la même chose pour faire progresser notre intelligence individuelle et notre intelligence collective ? Il y a une question qui revient régulièrement sur ce thème. Elle revient ici donc aussi. C'est la distinction que tu peux faire entre coopération et collaboration. Alors, on peut revenir à l'étymologie. Labeur, c'est... Vous voyez ce que c'est ? Opéra, c'est une œuvre. D'accord ? Donc c'est déjà pas exactement la même chose. En plus, en français, la période dite de la collaboration n'est pas la plus glorieuse de celle de l'histoire de France. Et donc le mot collaboration a une connotation qui n'est pas forcément la plus heureuse. Et donc le mot coopération est peut-être plus intéressant par rapport à ça. Mais fondamentalement, il y a le mot le plus intéressant, c'est le mot cum. D'accord ? Dans l'étymologie, c'est le mot ensemble. Et d'ailleurs, c'est bien revenu, puisque plusieurs d'entre vous ont dit ce mot, ou le mot collectif, qui est quelque part dit aussi la même chose.
La distinction qu'on peut faire, hein, c'est le degré de gouvernance, le degré de directivité. Dans la coopération, une dimension beaucoup plus coopérative, beaucoup plus fédérative, beaucoup plus horizontale. Dans la collaboration, il y a un groupe au service d'un projet et souvent avec un chef de projet, par exemple, un chef d'équipe qui distribuerait des rôles et des responsabilités pour travailler ensemble. Mais quand un président traite son Premier ministre de collaborateur, on sait que c'est pas forcément Voilà. pour l'inviter à coopérer. Donc c'est juste une distinction. Alors c'est une distinction de forme, mais aussi de fond, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend? On attend de l'exécution ou on attend de la créativité et de l'intelligence. C'est pas l'un ou l'autre. Il peut y avoir des variations, mais c'est vrai qu'il y a des degrés, il y a des manières de coopérer, de faire travailler ensemble les gens, et tout ne se vaut pas forcément. Il y a des choix à faire, et donc ça renvoie à une des questions. Coopérer pour apprendre, c'est enthousiasmant, mais comment on apprend à coopérer? Alors, je vais prendre la question des valeurs. La question des valeurs, elle me paraît essentielle. Elle est essentielle pour coopérer, elle est encore plus essentielle à l'heure où les machines ont un pouvoir qui est démultiplié. Vous savez peut-être que Aristote définissait 3 formes de connaissance qui étaient épistémé, soit la connaissance du monde, techné, qui était comment est-ce qu'on agit sur le monde, et phronésis. Je ne sais pas qui sait ce que c'est que la phronésis dans la salle, mais c'est toujours intéressant d'essayer de le remesurer. Levez la main si vous savez. La phronésis, c'est l'éthique de l'action. Et donc c'est intéressant parce que épistémé et techné ont cru exponentiellement. On a beaucoup travaillé ce concept et on voit bien qu'aujourd'hui on a des machines qui sont toujours plus puissantes et une science qui est toujours plus conquérante. Mais l'éthique de l'action n'a pas progressé aussi vite que notre capacité à agir ou notre capacité à comprendre le monde. Et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de mettre les valeurs au cœur de la réflexion. Je dirais, et le ministre disait exactement la même chose tout à l'heure en introduction du salon, plus les machines progressent, plus il faut que l'humain progresse. Et donc c'est absolument essentiel de travailler sur ces valeurs. Et ces valeurs, elles se travaillent en classe. Et donc dans la coopération, et ça nous amène aussi à une partie qu'on voit apparaître sur l'écran, cette capacité à coopérer, c'est sortir de la compétition. Alors j'ai vu aussi le mot coopétition, hein, donc c'est un néologisme qui est un mélange de compétition et de coopération. Mais par exemple en sport, ça fait longtemps qu'on coopère au sein d'une équipe et que ces équipes sont en compétition les unes avec les autres. Et en fait, ce principe de coopétition, on peut l'utiliser à toutes les échelles des organisations humaines, où on peut coopérer à une échelle pour éventuellement être en compétition avec d'autres. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands défis planétaires. Vous prenez le changement climatique, les problèmes de biodiversité et autres. On a besoin de coopérer tous ensemble, à toutes les échelles. Et donc cette capacité à coopérer, on a absolument besoin de la travailler. Et on a besoin de la travailler, encore une fois, chacun d'entre nous. Et donc, comment on le fait au sein de la classe, comment on le fait au sein de l'établissement, comment est-ce que l'ensemble des adultes qui ont responsabilité des enfants, y compris les parents, y compris les éducateurs, et on est quelque part tous des éducateurs, comment est-ce qu'on peut coopérer tous ensemble? Donc on a vraiment besoin de travailler ces dimensions. Et il y a ce que tu dis, on a besoin à la fois de coopérer tous ensemble. Une des questions, c'est les limites ou les écueils à la coopération en classe. Ce qu'on peut voir apparaître des retours d'expérience qu'on a dans les classes, et donc la coopération n'est pas nouvelle en soi en France, et surtout pas en France. Elle est d'une certaine façon même ancrée historiquement, mais pas tout le temps et pas toujours et pas à tous les niveaux. Quand il y a des classes dites coopératives, un des écueils rencontrés, c'est constamment faire la même chose va produire quelquefois de la parcellisation, de l'émiettement. Il y a un besoin à un moment donné de reprendre les choses et que la construction se fasse, qu'on ait une reprise, on va appeler un bilan des savoirs, c'est-à-dire qu'il y ait une structuration à un moment donné du savoir. Le processus est important en termes de processus, il est très impliquant, il est très enrôlant, mais à un moment donné, il faut faire comme dans un orchestre ou à la fin d'un orchestre, à la fin d'une symphonie ou d'une cantate, on fait le tout petit, c'est-à-dire on fait la reprise des choses pour structurer la connaissance et partir pour une nouvelle étape où on va partager, travailler en groupe, etc. Donc constamment la même chose
devient un problème. Et donc, dans la coopération, il y a un autre mot qui n'a pas été cité, mais qui est un mot sur la variété requise des organisations, sur la souplesse des organisations. C'est une des réponses à comment on apprend à coopérer. Eh bien, d'abord en commençant et en essayant diverses solutions, diverses pratiques, diverses techniques dans l'organisation. Et je pense qu'il y a un des liens, donc il y a comment est-ce qu'on forme les élèves, comment on forme les enseignants. Ces questions, elles sont en fait en miroir l'une de l'autre. Et je pense qu'on ne forme pas à la coopération de manière verticale. Fondamentalement, comme dans beaucoup d'autres choses, on apprend en faisant, et donc on apprend à coopérer en coopérant. Et ça peut se faire encore une fois dans une classe, dans un établissement, sur un territoire et via le numérique aujourd'hui à toutes les échelles. Et on va évidemment faire des erreurs parce que ça n'a rien d'évident de se coordonner pour être capable ensemble de faire ça. Et donc une partie des mots qu'on a entendus tout à l'heure, en particulier le mot bienveillance, va être extrêmement important. Si on n'a pas le droit à l'erreur, alors on ne peut pas progresser. On ne peut pas innover, on ne peut pas oser. Et donc il faut se donner à soi-même le droit à l'erreur et le donner à tous ceux autour de soi, que ce soit nos collègues, que ce soit les enfants dont on a la responsabilité. Ça, je pense que c'est absolument essentiel d'être capable de mettre en place ce genre de choses et c'est nécessaire à l'intelligence collective et à la créativité qui était aussi un des mots de tout à l'heure. Et en fait, les 4 mots, on les a presque tous entendus tout à l'heure, peut-être un peu différemment. Écoute, il y a les 4 C. Communiquer, créer, coopérer et critiquer de manière constructive. Et donc on a besoin de ces 4 C parce qu'ils se parlent les uns aux autres. Communiquer, écouter, on se l'est dit, mais c'est aussi oser s'exprimer. Si on n'ose pas s'exprimer, il n'y aura personne pour écouter par définition. Et donc on a besoin de mettre ces mots en résonance, mais fondamentalement le mot de bienveillance va être essentiel parce qu'on va essayer de faire des choses qu'on n'a peut-être jamais fait. Ou en tout cas jamais comme ça, et jamais avec ce groupe-là. Et donc on va évidemment faire des erreurs. Mais si on l'assume et qu'on est prêt et qu'on incite et qu'on dit exactement ce que je suis en train de vous dire à nos élèves, à nos collègues, à ce moment-là, on va pouvoir progresser tous ensemble dans ce que c'est qu'apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre. Derrière la coopération, il y a un modèle qui est quasiment d'apprentissage, qui est le modèle des réseaux. C'est-à-dire que dans un réseau, chacun des éléments a quelque chose à apporter. En soi, il est positivement chargé et il va communiquer à autrui pour développer de la connaissance. Le modèle d'Internet vient de là. Il y a des apports, il y a des contenus qui vont commencer à se mettre à échanger. Et donc, c'est un modèle d'apprentissage ou d'apprenance, on pourrait dire. François en parle beaucoup. De connexion pour créer de la connaissance. C'est le terme exact, l'étymologie exacte de intelligence, qui veut dire interligere, faire du lien entre les choses. La coopération, c'est créer du lien entre des éléments qui étaient pensés comme séparés. Il est possible qu'on apprenne mieux, autrement et plus ensemble qu'individuellement. Donc on voit bien que un seul mot peut changer finalement la façon de regarder l'éducation, les apprentissages. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule façon de faire, il y aura des variétés suffisantes et on voit bien encore dans les questions la nécessaire articulation à travailler entre collectif et individuel. Le mot de défiance est apparu sur l'écran. C'est évidemment un mot compliqué. En situation de défiance, on ne va pas coopérer. Typiquement, on coopère quand on est en situation de confiance. Et donc, vous savez peut-être qu'il y a un livre qui s'appelle La Société de défiance qui décrit un des mots français, parce que quand on compare la France avec l'ensemble des pays développés, on s'aperçoit que la confiance qu'on a les uns dans les autres, dans nos institutions et dans nos politiques, on est au niveau des Russes et des Turcs. D'accord ? Donc ça fait un peu peur. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait peur. Et donc, je pense qu'on a besoin de créer une culture de confiance, et ça ne se décrète pas. Ça se travaille dans les relations de chacun, et presque au quotidien. Et ça doit être, en particulier quand on a la responsabilité d'un collectif, comment est-ce qu'on peut amener à ce qu'il y ait une ambiance de confiance dans ce collectif. Mais si on est simplement un des membres du collectif, comment est-ce qu'on peut le faire ? On peut le faire dans nos relations interindividuelles et on peut progressivement, mais fondamentalement la coopération,
c'est quelque chose de réciproque. D'accord ? Et donc, comment est-ce qu'on peut créer des formes de réciprocité et d'échange ? Si aujourd'hui je t'aide, demain tu m'aideras. Et être capable de dire qu'on a besoin d'être aidé, c'est déjà accepter qu'on n'est pas parfait. Et donc à nouveau, on a besoin de cette bienveillance. D'accord ? Et bienveillance et exigence, je pense que c'est des mots qui vont de pair en l'occurrence. C'est parce qu'on est bienveillant qu'on sait qu'on n'est pas parfait et qu'on l'accepte. Mais c'est parce qu'on est exigeant qu'on cherche à progresser n'étant pas parfait pour s'améliorer de jour en jour. Et donc cette capacité à faire rentrer en relation ces mots est extrêmement importante. La confiance, c'est une chose qui structure les réseaux. On le voit bien pour le réseau social. Et notamment, ça fait quelques années qu'on a identifié, qu'on a développé, qu'on développe maintenant de façon importante, le réseau social professionnel. Dans l'éducation, il y a un réseau qui s'appelle Via Éduc. Et à l'origine, on avait développé ce qui s'appelait Respire. Respire voulait dire quelque chose essentiel pour le propos, réseau d'échange de savoir, pas réciproque, ça c'était déjà pris, mais réseau d'échange de savoir professionnel. Et donc ce réseau-là, comme maintenant Viaduc, il est autocontrôlé par les pairs. Il n'y a pas une validation, il n'y a pas d'interaction négative a priori. Il y a cette bienveillance où chacun, pour ce qu'il est, comme il est, apporte, contribue, interagit avec autrui. Et actuellement, on est à 80 000 comptes ouverts. On a à peu près plus de 10 000 groupes où la coopération, elle se crée, elle s'apprend. D'une certaine façon, c'est une des réponses aussi à une des questions. Comment on fait ? Il faut commencer. Qu'avez-vous, vous, à apporter à la communauté professionnelle ? Et donc, plutôt que d'être en situation de consommation, c'est la question aussi de savoir comment on coopère dans un système qui ne pousse pas la coopération. Ben écoutez, que faites-vous vous-même ? Je rappelle l'institution, quand on ferme la classe, c'est vous. Donc que faites-vous vous-même pour travailler sur le développement de la coopération ? Comment on passe finalement de simples exécutant ou finalement passif à une contribution qui est la condition d'abord de la coopération. L'une des questions qui était au top, c'est comment est-ce qu'on aménage sa classe ? C'est évidemment une bonne question. En fait, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de poser la question à sa classe. C'est-à-dire que si on coopère avec ses élèves sur comment peut-on aménager sa classe pour mieux coopérer, alors on aura créé quelque chose qui ne sera pas forcément parfait et qui éventuellement évoluera parce que vous pouvez itérer ce processus. Mais la meilleure manière de le faire, c'est probablement d'impliquer vos élèves dans ce processus lui-même. On peut poser la même question au niveau de l'établissement. Quelle est la meilleure manière d'organiser un établissement ? Eh bien, la meilleure manière, c'est d'en discuter tous ensemble et de coopérer sur ce sujet. Si on impose la manière de coopérer, en fait, on ne coopère pas. D'accord ? Et donc, quand on a des injonctions paradoxales du genre à partir de maintenant, de manière verticale, je vous impose de coopérer, ça va juste pas le faire. C'est là où il faut être capable de nourrir des échanges en étant soi-même dans cette attitude de bienveillance et de coopération et de travail ensemble. Est-ce que je peux faire un appel à ceux qui contribuent précisément sur les questions, de passer maintenant d'un mode de question à un mode d'apport, voire même de proposition ? En répondant à la question, quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise et comment vous l'avez apprise ? Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise pour vous et comment vous l'avez apprise ? Donc ceux ou celles qui ont accès, peuvent avoir accès à cette possibilité de réponse, peuvent essayer de travailler déjà sur ces exemples très personnels. C'est anonyme, hein, ça peut l'être. Si vous souhaitez que ce ne soit pas, vous pouvez laisser votre adresse aussi. C'est pas un souci, mais ça n'appartiendra qu'à vous. Et de voir comment justement les choses importantes s'apprennent quelquefois, souvent, par la coopération. Ouais, je pense que cette idée de poser la question de qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous que vous avez appris dans l'année, c'est une question qu'on peut se poser à toutes les échelles.
Vous pouvez vous la poser en tant que professionnel, vous pouvez vous la poser à titre personnel, vous pouvez la poser à vos élèves, vous pouvez la poser aux membres de votre famille. Et en fait, ce qu'on est en train d'essayer d'organiser dans le cadre pour célébrer ces nouvelles manières d'apprendre et de coopérer, c'est d'organiser des fêtes de l'apprendre. Donc une fête de l'apprendre, c'est un endroit où on célèbre ce que l'on a appris de plus pertinent depuis un an et dans lequel on va pouvoir partager et on va pouvoir célébrer non seulement ce que l'on a appris, mais grâce à qui on l'a appris. Est-ce qu'on l'a appris dans un contexte scolaire ou dans un contexte personnel, privé, associatif ou autre? Est-ce qu'on peut donc célébrer ceux qui nous ont permis d'apprendre et on peut les remercier de cette capacité à nous aider à progresser? Et donc cette capacité à célébrer ça, ça nous change de culture. Ça nous dit que, en fait, apprendre, c'est évidemment quelque chose dont on va être fier et c'est malheureusement pas le cas de tous nos élèves. Et donc, arriver à les aider à changer de culture, y compris quand ils ont appris des choses informelles, c'est les aider à se rendre compte qu'ils ont un rôle dans cette société de la connaissance, parce que ce qu'ils ont appris, ils vont pouvoir le transmettre à d'autres, et donc ils vont pouvoir être d'autant plus fiers de leurs apprentissages, et ils vont pouvoir coopérer d'autant plus facilement. Les erreurs, c'est typiquement, on apprend de ses erreurs, mais on admet rarement qu'on a fait des erreurs. Alors qu'en fait, on devrait célébrer les erreurs, en particulier celles qui nous ont aidés à apprendre. Parce que si on ne faisait pas d'erreurs, encore une fois, on ne pourrait pas progresser. Il n'y aurait pas d'évolution sans erreur, il n'y aurait pas de créativité sans erreur. Einstein et tout un tas d'autres gens l'ont dit bien avant moi. Les échanges avec les autres, c'est évidemment essentiel. On apprend énormément des échanges avec les autres, et en particulier dans la coopération. Et c'est quand même une des grandes forces de l'être humain qui est capable d'apprendre des autres. Et je pense que c'est une des spécificités de notre espèce. Et cette spécificité, je pense qu'il faut la célébrer. Et il faut le dire. Et ce que vous êtes en train de faire, voilà, ma grand-mère m'a transmis des choses. Tout le monde nous apprend des choses. Et donc, cette capacité à le célébrer, c'est tout de suite changer de perspective. Lâcher prise. Si on est persuadé qu'on a toutes les réponses, on va juste pas avancer. Mais si on lâche prise et qu'on ose faire confiance à soi d'abord et aux autres, à ses élèves, à ses collègues, etc., alors on peut progresser. Il y a une dimension qui apparaît aussi dans les expériences que vous avez apprises. On voit très bien que les apprentissages ne sont pas académiques. Les choses qui sont importantes pour vous ne sont pas formalisées scolairement. C'est les expériences de la vie, les erreurs, la cuisine, la salsa. On voit bien que ce qui a été structurant comme personnalité, et pourtant j'ai affaire ici à des gens de l'éducation, vous ne les reconnaissez pas comme des choses académiques. Et donc si c'est vrai pour vous, c'est donc vrai pour les élèves. Et donc comment l'école, elle arrive à intégrer des apprentissages qui ne sont pas étiquetés académiquement parlant, qui sont très importants et très structurants, qui vont constituer des vraies personnalités de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et comment on intègre ça pour que l'école en fasse quelque chose de plus soutenu, de plus structuré, de plus dynamique que ce qu'elle ne fait actuellement. J'ai presque envie d'arrêter de parler parce que vous dites des choses tellement intéressantes sur l'écran que je pense qu'il faut que vous preniez le temps de les lire. Mais je pense que c'est très intéressant de voir ce qui est en train d'émerger. D'accord ? On est en train de coopérer sur ce qui fait du sens pour nous et sur comment est-ce qu'on apprend de mille et une manières. Un des mots que j'ai vu passer, il y a le mot jeu, il y a le mot curiosité. Je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut célébrer. On a besoin de notre curiosité. Ça aussi, c'est une des spécificités de l'être humain. Mais aujourd'hui, le pic de curiosité, il est à l'âge de 4 ans. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour rester curieux ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer cette curiosité ? Parce que demain, quand les réponses seront toujours plus dans les machines, notre capacité à nous questionner sera peut-être notre différence principale avec la machine. D'accord ? J'ai aussi vu passer la notion de sens. Les machines, elles savent optimiser des choses, elles savent trouver les réponses d'hier aux questions d'hier, mais elles ne savent pas forcément inventer des nouvelles questions, elles ne savent pas forcément ce qui fait sens pour nous. Et ça, je pense qu'on a vraiment besoin de le célébrer et de le stimuler et de le partager. Il y a une chose qu'on voit, j'apprends en enseignant, ou à l'envers, par les jeunes accompagnés. C'est dans la coopération, c'est donc une sorte de relation, mais de relation, on dirait, bijective.
Donc on est plus forcément dans la transmission de quelque chose, mais dans le jeu où chacun apprend de l'autre. Donc moi j'ai des choses, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, j'ai des choses à dire à mes élèves et à transmettre très directement, et ça je ne lâcherai pas sur ces questions-là, mais de la même façon, ça sera encore plus dynamique si je commence à apprendre des choses de mes élèves. Et d'abord, la première des choses, c'est quel est l'effet que ça produit, quel est l'effet que je produis chez mes élèves. Qu'est-ce que je sais qui marche? Et de se poser d'abord ces questions-là, produit de l'enquête auprès de mes élèves et de la coopération beaucoup plus sollicitée. Je m'appuie beaucoup plus sur mes élèves à ce moment-là pour me développer moi-même. Et donc cette capacité qu'on a à apprendre les uns des autres, y compris de nos expériences qu'on apprend en faisant, on apprend en enseignant, on apprend au contact des jeunes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc je suis vraiment content que tout ça s'est émergé spontanément de nos échanges. Et je ne sais pas exactement ce qu'on fera de l'ensemble de ces réponses, mais je pense que ça vaudra la peine de le partager. Donc n'hésitez pas, pour ceux d'entre vous qui sont sur les réseaux sociaux, à le partager pour que d'autres éventuellement enrichissent encore la conversation qu'on est en train d'avoir, parce que je pense qu'elle doit se produire à toutes les échelles. C'est pour ça que si vous organisez par exemple une fête de l'apprendre dans votre classe, dans votre établissement ou dans l'environnement qui est le vôtre, je pense que ça sera très intéressant de le voir. Et en fait, on est en train de réfléchir à, par exemple, pouvoir avoir un lieu qui mutualise l'ensemble de ce genre de réponses pour l'ensemble des publics. Et je ne sais pas ce que ça donnera, mais ça sera extrêmement intéressant. Et ça permettra de coopérer tous ensemble pour savoir ce qu'est apprendre aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus pertinent pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'on a besoin d'aller vers ce qu'on appelle des sciences participatives ou des sciences citoyennes de ce que c'est qu'apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de sciences participatives. Il a été bien développé dans beaucoup de domaines, dans presque tous, sauf dans l'éducation. Par exemple, dans le domaine de la santé, les patients sont invités à collaborer avec les médecins et ils peuvent ensemble réfléchir sur l'évolution des protocoles thérapeutiques, sur les effets secondaires ou sur ce qui va mieux lorsque on prend soin de soi. Et ce genre de choses, ça existe en astrophysique, ça existe en mathématiques, ça existe en physique théorique, ça existe dans des domaines très pointus. Et alors qu'en fait, sur l'apprendre, c'est peut-être ce qu'on fait le plus spontanément. Et bizarrement, on n'a pas de science participative de qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Mais là, quelque part, vous êtes en train de nous démontrer la puissance d'approche participative de ce genre de choses. Il y a une chose qui apparaît aussi j'ai appris en coopérant avec des équipes transverses ou en coopérant avec différents partenaires, c'est que finalement, dans la relation d'apprentissage, c'est la différence qui va permettre la dynamique des échanges et pas l'identité ou l'homologie. Or, nos formations dans l'éducation sont faites par identité. Moi, prof de lettres, je vais me former avec mes profs de lettres du même niveau. Or, ce que vous êtes en train d'identifier, c'est qu'on apprend plutôt de la différence, voire même plutôt d'autres choses. J'ai appris à travailler, ou j'apprends sur mon métier en collaborant avec des partenaires, avec d'autres, dans d'autres milieux. Et c'est la transposition, c'est à moi de la faire. Et on s'aperçoit, quand on a accompagné un certain nombre d'équipes, que l'amélioration des pratiques professionnelles vient de la collaboration avec autrui, mais d'autres que soi, plutôt que soi-même. C'est-à-dire que l'extériorité produit de l'amélioration, là où quand on reste dans un milieu, un cénacle plus fermé, il y a finalement un relanté de consensus qui ne permet pas de véritables apprentissages. Et donc c'est aussi des messages à travailler au sein d'une équipe d'élèves, que la collaboration entre grands et petits, par exemple, entre des maternelles et des lycées professionnels, est extrêmement efficace plutôt que de faire CM2 6e. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dynamiques. Pour illustrer un autre point qui est complémentaire, c'est... il vient de disparaître. Si j'avais eu la même expérience que l'autre, je penserais comme lui. C'est en partie vrai, bien sûr, et en même temps, puisque l'autre a une autre expérience, il pense différemment. Mais est-ce que je peux accéder à l'expérience de l'autre et comment est-ce que je peux coopérer pour me mettre à sa place? Comment est-ce que je peux développer l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions, pour comprendre son analyse du monde? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir il y a différents types de métaphores. Vous connaissez peut-être celle de l'éléphant et des 6 aveugles, que j'utilise assez souvent, qui est, vous avez 6 aveugles qui touchent chacun un bout d'un éléphant. Celui qui touche la trompe est persuadé que c'est un serpent, celui qui touche le corps est persuadé que c'est un mur, et ainsi de suite. Et
ils sont évidemment pas d'accord parce qu'ils n'ont pas la même perception du monde et ils sont évidemment en conflit parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison contre les autres. Et finalement, si on est capable de dialoguer, si on est capable de partager, si on est capable d'identifier ensemble ces choses-là, et l'une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça avec des tout petits. Et il y a un exercice très simple qui peut se faire dès la maternelle. Vous prenez un objet du quotidien comme celui-là et vous demandez aux jeunes de bien le regarder, puis vous l'enlevez et vous leur demandez de le dessiner. Et ils vont dessiner ce qu'ils pourront, et puis ensuite vous leur remontrez, vous leur demandez de comparer le dessin et l'objet réel. Et ça les aide à prendre du recul sur leur représentation mentale, la réalité et leur capacité à représenter le monde dans un dessin. Et quand vous avez fait ce genre d'expérience et qu'ensuite ils mutualisent et qu'ils partagent, certains ont vu l'objet sous un angle différent et donc ont d'autres regards. Et quand on fait travailler les enfants comme ça, on s'aperçoit que de manière assez étonnante, mais finalement très riche, ils sont plutôt moins violents ensuite, parce qu'ils comprennent progressivement que si l'autre n'est pas d'accord avec eux, c'est pas que l'autre est bête ou méchant, mais c'est que l'autre a un autre regard et un autre vécu. François, on va bientôt finir et on avait demandé aux collègues quels étaient les 3 mots pour coopération. C'est quoi tes 3 mots à toi? Mes 3 mots, ça serait intelligence collective. C'est vrai que c'est un mot auquel je crois beaucoup, et en particulier intelligence collective multi-échelle. Ça me semble extrêmement important. C'est également la capacité de progrès collectif. Et j'ai utilisé tout à l'heure l'expression gravir des épaules de géants. En fait, je ne sais pas si on est des géants ou si on est des nains, mais peu importe, on peut gravir sur les épaules les uns des autres et ensemble, on peut voir beaucoup plus loin. Et ça me semble extrêmement important. Parce qu'on va pouvoir réussir à faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et donc ça, c'est une dynamique extrêmement importante. Et le troisième, c'est le mot respect. Et le mot respect, on a besoin de se respecter les uns les autres pour pouvoir coopérer. On a besoin de pouvoir accepter ses erreurs et celles des autres. Évidemment, aucun d'entre nous n'est parfait. Et cette bienveillance, elle commence avec nous. Ce respect, il commence avec soi-même, mais il doit évidemment s'étendre à tous les autres. Et cette capacité à travailler ensemble et à relever ensemble des défis à toutes les échelles, c'est extrêmement important. Vous savez peut-être que les Nations Unies ont défini les 17 grandes priorités planétaires qu'on appelle les objectifs du développement durable. Et en fait, ces 17 grands objectifs, ils nous concernent absolument tous. Il n'y aura pas de vie humaine et de société humaine possible si on n'est pas capable de relever ces 17 grands défis. Et ces 17 grands défis, ils sont des défis planétaires, mais ils ont aussi des dimensions locales. Et ces dimensions locales, elles, par définition, elles sont abordables. Et il y a des projets comme Bâtisseurs de possibles, par exemple, qui forment les enfants à comprendre ces défis dès la maternelle. Et donc on peut comprendre ce qui nous touche dans notre environnement et on peut coopérer ensemble. À quoi ça sert de coopérer? Ça sert à faire ensemble des choses qu'on ne sait pas faire seul. Et cette capacité à respecter soi-même, les autres et la planète, c'est extrêmement important. Et on peut apprendre à le développer et apprendre à être un acteur de changement et apprendre à... Évidemment, personne n'a l'ensemble des solutions, mais chacun d'entre nous peut apporter sa brique. Et si on apprend ça, alors je pense qu'on peut coopérer pour construire le monde de demain qui sera un monde beaucoup plus favorable que celui d'aujourd'hui. Moi, je voudrais saluer le public pour la coopération imprévue. Vous étiez venu pour une conférence, et puis finalement, c'était pas ça. Et alors, c'était comment ? Donc je voulais, avec François, vous saluer, montrer que même quand il y a un grand groupe, il y a 200 personnes ici, eh bien, c'est possible. Ça ne dépend que de nous, que de vous. C'est d'abord une pratique, c'est une envie, c'est un principe de regarder la réalité, de se voir il est possible de s'appuyer sur la contribution de chacun. C'est des façons de faire. On l'a fait d'une façon,
parce qu'on avait envie de le faire comme ça, parce qu'il y avait Camille qui a accepté ce rôle. Merci Camille. On peut saluer Camille. Je lui ai demandé 2 minutes avant. Donc il n'y a pas eu besoin de surpréparer les choses. Simplement, il y a de la compétence ici et maintenant, utilisons-la. Le groupe, a priori, peut être intelligent si on le regarde comme intelligent. Et donc, maintenant, comment on passe de la pratique à des organisations variées, à une politique? C'est aussi une politique. Je voulais vraiment vous saluer. Vous êtes coopérants. Et j'espère que vous pourrez l'être partout, là où vous êtes. Encore une fois, ça ne dépend aussi que de vous. Merci à vous.